Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, à la cool, au pied de ma bibliothèque. Je vous parle d'une lecture récente, ou plutôt aujourd'hui d'une relecture récente, et puis vous connaissez le but du jeu, si j'ai aimé, c'est de vous donner à votre tour envie de découvrir ce titre, et si j'ai pas aimé, ou si j'ai quelques réserves, c'est d'en parler sans se cacher derrière son petit doigt, d'en parler librement, et ensuite on débat, on échange autour de tout ça dans les commentaires. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est un peu mon gimmick, je dis toujours que c'est une vidéo particulière, mais c'est toujours un petit peu vrai. C'est une vidéo particulière puisque je vais vous parler d'un run à propos de mon personnage favori, l'incroyable Hulk, et en même temps, c'est particulier parce que c'est un run qui n'a pas été réédité depuis plus de 20 ans en France, et les amoureux de l'incroyable Hulk et les gens qui ont pu lire notamment le run de Halloween et Joe Bennett, ils peuvent souffrir un petit peu que ce run n'ait pas été réédité, parce qu'on va s'apercevoir que dans ce run-là, il y a énormément de liens avec Immortal Hulk. Mais ça, on va en parler tout au long de cette vidéo. Une vidéo qui sera un petit peu longue, hein, je vous le cache pas. On est sur mon personnage favori, donc GG il va se lâcher. Hein, on a des choses à dire. Avant de vous parler de ce run-là, de vous donner le pitch, et puis de vous expliquer pourquoi je trouve ce run fantastique, et les choses que j'ai trouvées marquantes à l'intérieur, je dois vous dire, on va avoir une première partie de vidéo où on va remettre en fait en contexte un petit peu ce run-là, quand c'est qu'il se place dans la chronologie de l'incroyable Hulk, pour que tous ensemble, on sache à peu près à quelle période ça se situe, après quoi, avant quoi, etc. etc. Et logiquement, en fin de vidéo, il y aura une toute petite partie spoil où je vais rentrer un petit peu plus en détail sur 2-3 aspects de ce run, et où voilà, faudra peut-être à ce moment-là plier des gaules si vous voulez pas vous faire spoiler ce run-là. À savoir aussi que ce run-là est tout de suite après le travail de Peter David. Donc forcément, il y a des choses qui se passent dans le run de Peter David, dont je vais parler assez librement aujourd'hui. Ce run a plus de 30 ans, à un moment donné on parle de comics, il y a bien des choses que je dois vous dévoiler un tout petit peu dans cette intrigue-là, sinon on parle d'une manière totalement cryptique et ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est des choses en plus qui sont globalement très connues. Voilà. Donc on va commencer, on est en août 1998, Peter David, comme je vous le disais, scénariste légendaire de l'incroyable Hulk, va signer son dernier numéro en fait de son run. Il part au numéro 467, il sera resté à peu près entre 10 et 11 ans sur ce personnage là, un run absolument gigantesque, imposant, avec des hauts, des bas, mais qui de toute manière aura été extrêmement impactant sur le personnage. Je vous invite d'ailleurs à suivre les vidéos qu'on fait de temps à autre avec Spider-Man à propos des intégrales de l'incroyable Hulk, où on revient en détail sur chacun des épisodes qui composent ce run. Ça permet d'avoir une vision véritablement globale et assez précise de l'œuvre de Peter David sur le personnage de l'incroyable Hulk. Donc, Peter, épisode 467, il s'arrache, il vogue vers d'autres cieux, et voilà. Jusqu'à l'épisode 474, pendant à peu près 6 numéros, il est remplacé par Joe Casey, qui fait un petit remplacement. Hein. On attend un événement beaucoup plus important, puisque là, il va y avoir un relaunch de la série Incredible Hulk. Un relaunch, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une certaine numérotation, on était arrivé jusqu'à l'épisode 474, et puis là, on va tout simplement repartir à l'épisode 1. Au numéro 1. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé avant n'existe pas, c'est juste la numérotation des épisodes qui repart au numéro 1. Tout simplement. C'est un peu chiant des fois, tous ces relaunchs, je vous le cache pas, parce qu'on s'y perd au bout d'un moment, surtout quand c'est des relaunchs à répétition. Franchement, je trouve que c'est une arme qui est utile, le relaunch, mais à utiliser avec parcimonie. Et il faut bien avouer que ces dernières années, ils ont oublié l'aspect avec parcimonie. Ouais, on l'utilise beaucoup trop à mon sens. Pourquoi il y a un relaunch? Tout simplement parce qu'il y a un scénariste légendaire qui arrive, plus un dessinateur légendaire qu'un scénariste légendaire, c'est John Byrne. John Byrne arrive sur le personnage de l'incroyable Hulk et il est accompagné au dessin par Ron Garney. Ron Garney qu'on va suivre pendant encore de nombreux épisodes. Ça se passe pas bien pour John Byrne. Il va rester 7 épisodes, si je vous dis pas de bêtises, on n'en a eu que 4 en France entre les Marvel Select et les Marvel Elite.
Et grosso modo, ça se passe pas bien, son travail est relativement conspué, et puis assez rapidement, voilà. Est-ce qu'il part, est-ce qu'on le dégage? Vous voyez, ça sur ça, je sais pas trop. S'il y a des gens dans les commentaires qui savent un petit peu plus comment s'est fait ce départ de John Byrne, je serais très intéressé en fait de pouvoir échanger avec vous à ce niveau-là. Mais le fait est qu'au bout de 7 épisodes, il s'arrache. Donc tu te doutes bien que petite déception quand même sur le fait que John Byrne ait si peu travaillé sur l'incroyable Hulk, mais il faut bien reconnaître que c'est vraiment pas foufou hein, ce qu'il proposait. C'était très bas du front, ça allait pas, ça allait un peu nulle part. Voilà. Pendant 2-3 épisodes, jusqu'à l'épisode 11, en fait, il va être remplacé par Eric Larsen et puis un petit peu par Jerry Ordway, toujours Ron Garney au dessin, qui eux vont avoir la tâche de remettre un petit peu les choses à plat, de finir les intrigues en cours, intrigues laissées par Byrne, pour laisser une place à peu près nette à Paul Jenkins, qui va tout de suite arriver à l'épisode 12 et qui restera quant à lui jusqu'à l'épisode 32. Donc vous voyez, on parle d'un run qui finalement est très court, puisque Paul Jenkins ne va rester que 20 épisodes. Et j'ai lu une première fois en fait ce run-là, donc je savais qu'il y avait 20 épisodes, mais très honnêtement je l'avais oublié. Et surtout, il se passe tellement de choses en 20 épisodes que j'avais vraiment l'impression qu'il avait duré le double. Voilà, tu m'aurais dit, bon, en fait il y en avait 40, je t'aurais cru. Et c'est en faisant les recherches, en préparant cette vidéo, en relisant ce run-là, que je me suis aperçu que finalement, Paul Jenkins, il a vraiment travaillé sur un temps court. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus sur les derniers épisodes, il a un co-scénariste avec lui, avec un nom anglais, donc je vais me chier dessus, forcément quand je vais le dire, moi et mon accent diabolique, Sean McKeever. Moi je le dirais comme ça, ça se trouve c'est pas ça du tout, mais moi je dirais Sean McKeever, qui va l'aider dans les derniers épisodes à conclure son run. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est pareil, on en reparlera en fin de vidéo là, de cette fin de run, qui m'a laissé une espèce pas de goût amer, mais ça m'a mis mal à l'aise, mais on en reparlera après. Le pitch, quand Paul Jenkins en fait il arrive, il est relativement simple. On est toujours sur Bruce Banner qui est en cavale et qui est traqué par l'armée américaine. Il est traqué par l'armée américaine, on va savoir assez rapidement qu'il est surtout traqué par un autre général qui a très très envie en fait de le choper, et on sent que lui il a vraiment envie, ça passe un niveau encore à ce niveau-là, de récupérer les pouvoirs de l'incroyable Hulk pour pouvoir essayer, non pas de dompter la bête, mais de pouvoir s'en servir pour créer des super soldats, ce genre de choses. Et ce personnage, c'est le général Riker, que je trouve diabolique et absolument passionnant. J'adore cette couverture, j'espère que vous la voyez bien, avec les reflets, où il est vraiment comme une sorte de marionnettiste. Ça c'est le pitch de base, et puis tout de suite en arrivant, dès les premiers épisodes, on va se rendre compte que Bruce Banner est malade. Et il n'est pas simplement malade, il n'a pas un rhume, tu t'en doutes, il a une maladie incurable, et sa mort est inéluctable. Le problème, outre le fait qu'il va mourir, c'est que évidemment tout au long de ce run, la chose qui est intéressante, c'est qu'on va avoir Bruce Banner face à sa mort prochaine, qui est inéluctable. Et donc c'est relativement intéressant de voir un personnage de fiction, et de savoir comment il va réagir face à sa propre mort. Et forcément ça nous renvoie à notre propre condition d'être humain, et par rapport au fait que de temps en temps ça arrive évidemment que des gens, on leur annonce leur mort prochaine, et que voilà, pour des maladies, ce genre de choses, et de voir comment il réagit, forcément ça nous fait réfléchir sur notre propre condition, et comment nous on réagirait face à cette mort inéluctable. Et enfin bon, on peut y penser jusqu'à demain, on ne sait pas comment on va réagir face à une situation comme celle-là. Ça, c'est le... Oula, je suis en train de mettre une ambiance de merde dans ma vidéo. Faut que ce soit bien clair. Mais c'est un sujet qui est hyper intéressant, nécessairement un petit peu philosophique, comment on réagit à l'approche de sa propre mort, et voir Bruce Banner pris dans ces griffes-là est forcément intéressant, surtout que très rapidement, il y a une petite dimension supplémentaire. Vous savez que Bruce Banner, il a une personnalité multiple. On se rend compte que si Bruce Banner meurt, ça va être sa conscience de Bruce Banner qui va mourir, il ne reviendra plus jamais, mais les monstres en lui auront le champ totalement libre
avec le corps pour se déchaîner sur la Terre, et lui il sera plus jamais aux manettes. C'est lui qui va mourir, mais Hulk et les versions de Hulk vont encore exister. Et c'est ça aussi qui l'inquiète, c'est de savoir ce qu'il va laisser après lui. C'est tout ça qui est mis en scène. Et puis il y a d'autres choses qui sont excessivement importantes. C'est que Paul Jenkins, il va énormément s'appuyer, c'est pour ça que j'adore ce run, il va s'appuyer en fait sur ce qu'a réalisé son prédécesseur, ce qu'a créé son prédécesseur, il va s'appuyer sur le travail de Peter David. Peter David, c'est celui qui a fait le concept que Banner est une personnalité multiple, donc il va s'appuyer sur ça, il va aller encore plus loin, il va s'appuyer sur le fait que Peter David, il a créé la personnalité du professeur Hulk. Le professeur Hulk avec Peter David, c'est censé être la fusion un petit peu de Joe Fixit, un petit peu du Hulk vert et un petit peu de Bruce Banner. On fusionne toutes les meilleures parties et ça donne un Hulk ultime, le professeur Hulk. Et Paul Jenkins, il va aller encore plus loin que ça, il va aller encore beaucoup plus loin dans l'idée des personnalités multiples, et il va vraiment non pas simplement ouvrir une porte en disant il y a 2-3 personnalités à l'intérieur de Banner, non. Il y a un champ des possibles absolument extraordinaire, et il y a des personnalités à l'intérieur de Banner qu'on ne soupçonne pas. On va y revenir tout de suite après. Puisque, non, on va y revenir maintenant en fait. Puisque c'est Paul Jenkins qui va créer la personnalité du Devil Hulk. Le Devil Hulk, qu'on retrouve dans Immortal Hulk, il est créé dans le run de Paul Jenkins. Pourquoi ce run-là est si important et si emblématique? Parce que Al Ewing, dans Immortal Hulk, s'appuie sur le travail de Peter David, s'appuie sur le travail un petit peu de Jeff Lubb plus tard, et puis il s'appuie énormément sur le taf de Paul Jenkins, puisque le Devil Hulk de Immortal Hulk, c'est Paul Jenkins qui le crée. Et c'est une personnalité absolument incroyable de Hulk, où on sait que si jamais un jour il était libéré, ce serait peut-être sa personnalité la plus violente, la plus incroyable. Voilà, mais on ne sait pas bien encore à l'époque de Paul Jenkins ce que ça représente pour Bruce Banner. Et tout ça, c'est Al Ewing qui, 20 ans plus tard, va ouvrir des portes et va expliquer des choses. C'est pas magnifique les comics, sans déconner, quand c'est imbriqué comme ça? Moi je trouve ça fabuleux. Quand t'as un scénariste qui va s'appuyer sur ce qu'a fait un autre scénariste 10 ou 15 ans auparavant pour raconter son histoire et planter des graines lui-même après, qui vont peut-être germer 10 ou 15 ans plus tard. Moi je trouve ça fou, quoi. Il y a vraiment que les comics Marvel, DC qui ont cette capacité, selon moi, à travailler comme ça sur du long terme. T'as l'impression en fait que de temps en temps t'as des scénaristes qui dans leur run mettent un peu comme des petites capsules temporelles qui seront récupérées 10, 15, 20 ans plus tard ou pas par certains scénaristes pour pouvoir s'en servir et que ça devienne le terreau de nouvelles histoires. Enfin, moi je trouve ça totalement magnifique. Voilà, c'est le pitch de cette histoire-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va s'appuyer, Paul Jenkins, sur un événement extrêmement important du run de Peter David. C'est le petit instant spoil, je suis désolé, mais là, c'est des runs qui ont plus de 30 ans, donc on est bien obligé quand même de le dire. Betty, la femme de Bruce Banner, est morte dans le run de Peter David, tuée par l'Abomination. Et donc c'est un événement qui sera extrêmement important. Il va y avoir une revanche à un moment donné entre ces deux monstres sacrés de l'univers Marvel, Hulk et l'Abomination. Nettement moins sacré quand on regarde She-Hulk, mais bref, c'est autre chose, c'est pas le même média. Et donc forcément, là aussi Paul Jenkins, il va reprendre la balle au bon, il va raconter des choses aussi là-dessus. Et vous voyez, il va raconter énormément de choses en très peu de temps. Alors au dessin, on va retrouver qui? Principalement, on va retrouver Ron Garney, qui est donc là depuis le relaunch, ancré par Sal Buscema. Donc autant te dire que on a un duo assez fantastique, assez marqué années 90, fin 90, début 2000, mais qui fonctionne encore très très bien. De temps en temps,
il va y avoir des petites interludes en fait dans cette histoire-là, puisque de temps en temps, étant donné que Bruce Banner ne va pas forcément très bien maîtriser ses transformations, et ben de temps en temps il y a le Hulk gris Joe Fixit qui va prendre le dessus, de temps en temps c'est le professeur Hulk qui va prendre le dessus, de temps en temps c'est le Hulk vert enfantin qui va prendre le dessus. Et quand c'est Joe Fixit, c'est Kyle Oates qui est ancré par Eric Powell, s'il vous plaît, rien que ça, qui va prendre les dessins et qui va nous offrir des petites respirations là-dedans. Et il va y avoir quelques épisodes de temps à autre où c'est donc le Hulk gris qui est en vedette, et c'est magnifique parce que le Hulk gris, moi je l'aime beaucoup parce qu'il a une histoire propre, il a un caractère propre, et surtout c'est un champ des possibles qui s'ouvre avec Joe Fixit qui est absolument incroyable, parce qu'il a un petit côté mafieux, il a un petit côté méchant, mais qui a quand même un bon fond, enfin voilà, c'est une personnalité incroyable, Joe Fixit. Et donc, on va de temps en temps avoir Kyle Oates qui va écrire qui va dessiner quelques épisodes, et qui sont tout simplement magnifiques. Vous voyez, là, j'essaye de vous mettre, si ça marche pas, s'il y a trop de reflets, j'essaierai de vous trouver la couverture, et je la mettrai à ce moment-là de la vidéo. Mais on voit, vous voyez, tout le talent de Kyle Oates, que je trouve absolument magnifique. J'en profite en montrant cette couverture. On se rappelle tous, enfin tous ceux qui ont eu le plaisir, la chance de lire Immortal Hulk, des transformations absolument dégueulasses de l'incroyable Hulk, où ça fait vraiment film d'horreur. Vous voyez, c'est pas une invention de Lee et de Joe Bennett, ça existe depuis bien plus longtemps que ça, et je peux même pas vous dire que c'est une invention de Jenkins et Kyle Oates, parce qu'on a eu bien des années auparavant, des transformations, des choses absolument dégueulasses avec l'incroyable Hulk. Je me rappelle d'une scène, j'essaierai de vous mettre l'image, où on voit Bruce Banner qui sort quasiment de la poitrine de l'incroyable Hulk pour dire « Allez-y, tirez sur moi, c'est maintenant que Hulk est faible », enfin, des trucs vraiment sales. Et donc ce côté sale des transformations n'a pas été inventé dans Immortal Hulk, je dirais qu'il a été sublimé dans Immortal Hulk. Et c'est aussi ça, les comics. C'est de temps en temps, tu reprends des concepts qui semblent nouveaux, mais qui ne le sont pas forcément, et tu leur fais passer des caps. Pour le coup, Joe Bennett, en termes de transformation dégueulasse, avait fait passer un cap au personnage. Je suis en train de parler plus d'Immortal Hulk que du run de Paul Jenkins, et c'est pas bien. Et ce run-là, il est connu aussi pourquoi ? Pour le travail de John Romita Jr. Et c'est pareil, quand on en parle, on a l'impression que John Romita Jr., il a travaillé avec Paul Jenkins pendant beaucoup d'épisodes, et en fait, il a travaillé 4 épisodes avec Paul Jenkins. Il a fait le 24 et le 25, et il a fait 27 et 28. Mais il faut reconnaître que John Romita Jr., il fait un travail absolument incroyable sur ces 4 épisodes-là. Pour moi, on est vraiment dans cette période où il est au sommet de son art. On vient d'avoir son travail sur Thor, il signe quelques épisodes sur Hulk, il va travailler tout de suite après, encore une fois sur Hulk, avec Bruce Jones au scénario, il a travaillé sur Spider-Man. Pour moi, c'est la période où John Romita Jr., il est au sommet, pour tout un tas de raisons. Dans la fluidité, la rapidité de ses dessins, dans ses doubles pages qui sont totalement... c'est des tableaux, ces doubles pages, en fait, c'est des tableaux qui racontent des choses, où il y a tout un tas d'informations, il y a une puissance qui se dégage de ces personnages qui est absolument incroyable. Dans les épisodes 24 et 25, il va y avoir cette rencontre avec l'Abomination qui est absolument incroyable, terrifiant. Ça fait peut-être partie de mes épisodes préférés de l'incroyable Hulk, où il y a vraiment cette confrontation qui est folle, mais plus que la confrontation, c'est le sous-texte qui est intéressant. Vous voyez, c'est là tout le reproche que j'ai envers les gens qui résument Hulk à Pampan la bagarre. Pampan la bagarre, la baston avec l'Abomination n'est qu'un prétexte pour raconter tout un tas de choses en dessous. Le deuil de sa femme, la vengeance, l'humanité et l'absence d'humanité qui se dégage de l'Abomination. Ça, on en reparle tout à l'heure dans la partie spoil, parce qu'il y a 2-3 choses que j'ai envie de partager avec vous autour de ces 2 épisodes. Et ensuite, vers la fin de son run, la boucle va se boucler, puisque qui va assurer les dessins de la fin de run de Paul Jenkins ? Un certain Joe Bennett.
20 ans plus tard, il va devenir le dessinateur titulaire de la série Immortal Hulk, et c'est lui qui va assurer cette fin de run. C'est pas incroyable, sans déconner? Tu te dis que 20 ans plus tard, ce petit jeune qui débute à ce moment-là, il est vraiment au début de sa carrière, va signer un run absolument emblématique. Et enfin, je trouve ça fou, moi je trouve ça totalement dingue. Alors attention, hein, c'est du Joe Bennett qui a 20 ans d'expérience en moins, qui n'est pas forcément ancré de la meilleure des manières à mon goût, mais on retrouve en fait dans ses dessins, dans ses fonds, on retrouve des idées qu'en fait il va réutiliser clairement dans Immortal Hulk. Super intéressant. Encore une fois, tout est imbriqué. Et je trouve ça totalement magnifique. Alors j'ai pris quelques petites notes pour vous expliquer brièvement, même si je l'ai déjà un petit peu dit, pourquoi pour moi c'était une top lecture, et ça doit être absolument réédité par Panini. Comme je vous le disais, parce que le travail de Halloween, en fait, s'appuie véritablement sur le travail de Peter David, mais aussi énormément sur le travail de Paul Jenkins, et donc pour moi ça me paraît essentiel, quand on lit Immortal Hulk, de pouvoir revenir sur ces épisodes-là, voir d'où vient le Devil Hulk, etc. etc. Pour moi c'est essentiel. Toute la partie sur la maladie, la mort inéluctable, pour moi c'est absolument fascinant. J'aime beaucoup aussi l'armée, comme l'armée et le général Riker en fait est utilisé. J'aime beaucoup l'utilisation des chiens gamma. Si vous vous rappelez du premier film Hulk où il y a les chiens gamma qui sont nuls à chier, là il y a effectivement des chiens gamma, mais l'utilisation et leur arrivée, leur création est beaucoup plus naturelle. On comprend que c'est l'armée qui fait des tests et ce genre de choses. Ils réussissent à faire des chiens un peu monstres et donc à les envoyer sur Hulk, et puis après ils vont passer à des tests sur des humains. Tellement intéressant ce run. Et voilà. Il y a, comme je vous le disais, la fin. La fin, c'est pas qu'elle est pas bien, elle est très très bien, mais je sais pas ce qui s'est passé en fait dans ce dernier épisode. J'ai le sentiment que Paul Jenkins, il est rattrapé par l'émotion de tout ce qu'il nous raconte depuis 20 épisodes, cette maladie, cette mort inéluctable. Il n'a pas choisi cette maladie par hasard. Il n'a pas choisi ce thème par hasard. On le comprend à la fin. Moi, je l'ai compris à la fin. Et j'ai l'impression que Paul Jenkins, il est submergé par l'émotion à la fin. Et du coup, c'est pas que l'histoire, elle se tient pas, c'est que du coup, l'histoire, c'est comme si vraiment elle passait vraiment au second plan et qu'il y avait vraiment ce message à la fin. Ça me dérange pas, je vous le dis tout de suite. Vu la beauté du message et vu les 19 épisodes qu'on vient de vivre, ça me dérange absolument pas que le dernier soit peut-être un petit peu moins bien, c'est pas grave. Le fond du message est incroyable, avec un appel aux dons pour des associations qui s'occupent de ces maladies, de ces malades-là. Balèze. Ça aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime les comics, quand on réussit en fait à ancrer les comics dans le réel, à ancrer les comics dans ce qu'on vit au quotidien, quand les comics réussissent à nous faire réfléchir sur nous-mêmes, nous donner de l'empathie par rapport à la maladie d'autres personnes. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Pour toutes ces raisons-là, toutes les raisons que j'ai évoquées, Panini, sérieux, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Il y a 20 épisodes, vous n'êtes même pas obligé de repartir pour le numéro 1, vous me faites un gros deluxe. Je sais que c'est ressorti aux États-Unis il y a quelques années avec un bel omnibus, pas très gros, un peu fin, 20 épisodes, on est d'accord, mais putain, que ce run est incroyable pour le personnage et pour le message aussi que ça transmet. Panini. J'espère, voilà, vous voyez, je demande toujours à ce qu'on partage mes vidéos, ce genre de choses, parce que c'est le meilleur moyen qu'on se retrouve dans les commentaires, parce que c'est le meilleur moyen en fait de récompenser les créateurs de vidéos. On gagne pas, enfin moi ma chaîne n'est pas monétisée, encore que peut-être que ça viendra un jour, mais ça vaut le coup en fait de partager. N'hésitez pas à partager en taguant Panini, en disant on aimerait bien lire ce run, on aimerait peut-être le découvrir. Si je vous ai donné envie de découvrir ce run, récompensez-moi de cette manière là. Allez sur Twitter, sur Instagram, partagez cette vidéo, partagez une image du run de Paul Jenkins, et en demandant à Panini de le rééditer. Allez savoir, peut-être que ça peut marcher. Si on est 60, 80 à le faire,
allez savoir, ça peut valoir le coup de tenter notre chance, tout simplement. Ce run est incroyable. Alors il y a deux choses maintenant sur lesquelles je vais revenir, et c'est vraiment la partie spoil, donc si vous voulez absolument pas vous faire spoiler, et ben c'est le moment de quitter cette vidéo, et sinon à partir de maintenant on rentre dans la partie spoil. Le truc que je trouve incroyable dans ce run là, c'est que Paul Jenkins, il va donc, comme je vous le disais, s'appuyer sur le travail de Peter David, sur le fait que Bruce Banner a une personnalité multiple, et il va non seulement faire passer une dimension en fait à ce niveau-là en créant d'autres avatars possibles, mais des dizaines et des dizaines, et notamment le Devil Hulk, et surtout ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est qu'il va revenir sur le professeur Hulk. Comme je vous le disais, le professeur Hulk, normalement, c'est la fusion de l'esprit, de l'ingéniosité de Bruce Banner, de la force démesurée et incroyable du Hulk vert. Tout ça se superpose, et en même temps, il y a l'humour, le bagou de Joe Fixit. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est une fusion, et ça fait un Hulk parfait. Et c'est le Doc Samson, ou Doc Samson, moi j'ai toujours dit Doc Samson, qui est le psychologue, le psychothérapeute en fait de l'incroyable Hulk, qui aurait réalisé cette fusion. Et en fait, on se rend compte dans ce run-là que c'est un mensonge. Doc Samson a menti. Il n'a pas fait fusionner toutes ces personnalités. Il n'a fait qu'être à l'origine de la création d'une autre. Le professeur Hulk n'est pas la fusion de ses personnalités, c'est une personnalité propre. Et ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que le professeur Hulk, c'est comme un Joe Fixit, comme le Hulk vert, voilà, il a son identité propre. Ce n'est pas une fusion. Il fait passer le professeur Hulk dans une autre dimension, et du coup c'est très bien, enfin dans une autre dimension, dans une autre perspective, et je trouve ça très bien parce que ça permet de le descendre un petit peu du piédestal sur lequel Peter David l'avait mis. C'était une espèce de version ultime de Hulk, on ne pouvait pas rêver meilleure version. Et donc ça permet simplement de dire oui, mais il y a des failles, c'est pas Bruce Banner qui est aux commandes, c'est une autre version de Hulk. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est génial, c'est génial. Et même que le professeur Hulk l'apprenne, c'est génial. Enfin, c'est un moment qui est totalement incroyable. Et je voulais revenir sur ça. Parce que ces deux épisodes, évidemment il y a l'aspect baston, mais j'adore en fait sur ce que ça raconte sur l'abomination. L'abomination, c'est un être humain qui est, à cause des radiations gamma, qui est absolument hideux, qui est, comme son nom l'indique, une abomination. Dans ces pages-là, on voit qu'il essaye en fait de mener une autre vie où il se cache sous des capuches et tout. On voit que c'est un professeur de français pour des adultes, pas de français, enfin un professeur de littérature, pardon, pour des adultes, ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a tout un travail pendant 2 épisodes sur les yeux en fait de l'abomination. Les yeux, on le sait, c'est le miroir de l'âme. C'est ce qui se dit, c'est une phrase trouvée par terre que je vous ressors, mais qui pour moi a beaucoup de signification, notamment dans cette série, parce qu'on a très souvent en fait des gros plans sur les yeux de l'abomination, comme si c'était sa dernière partie d'humanité. Et je trouve que c'est extrêmement important. On voit que l'abomination, qui est un salaud fini, il se raccroche peut-être encore un peu à l'intérieur de lui à ses derniers morceaux d'humanité. Et le reflet de cette humanité, c'est son regard, c'est ses yeux, c'est la dernière chose qui reste. Et le truc que je trouve incroyable, c'est que dans cette baston entre Hulk et l'abomination, sur un coup de poing, une scène dantesque de Romita Junior, où le Hulk il lui met une patate, mais patate de forain, mais forain au rayon gamma, et il lui fait sauter un œil. Il y a un œil qui tombe, il y a un œil qui est arraché dans la bagarre, comme si il lui a arraché un peu une partie de son humanité. Pour réflexion personnelle, peut-être que je vous dis de la merde sur ça, mais lisez-le si vous avez l'occasion. Si vous l'avez lu, on en parle dans les commentaires, et je trouve qu'il y a vraiment cette symbolique de l'œil là-dedans. Voilà. Et Romita Junior, qu'on retrouvera évidemment dans le run de Bruce Jones, et quelques années plus tard sur World War Hulk, qui sera pas aussi bon que là-dedans. Pas aussi bon que dans le run de Bruce Jones, mais voilà. Et donc, suite à ça,
Ça, j'aurais pas dû le mettre dans la partie spoil, mais c'est pas grave. Suite à ça, il va y avoir quelques épisodes de mémoire, ouais, quelques épisodes où ça va un petit peu tourner en rond. Je me rappelle plus exactement, mais tout de suite après, c'est le run de Bruce Jones qui démarre et qui est disponible en deux icons. Voilà. Panini, Panini, on le veut. Allez, j'y crois. C'est le moment, hein. Sortez vos Twitter, les gars. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Tu m'étonnes. Moi, dès qu'il s'agit de parler de Hulk, je suis jamais le dernier. Ah, j'essaye de me limiter un peu, mais voilà. Il y aura une autre vidéo sur Hulk sans trop tarder, puisque le tome 10 de Immortal Hulk, qui signe la fin du run de Halloween et de Joe Bennett, est sorti il y a quelques semaines en France. Donc on va faire une vidéo pour en parler, regarder les immenses qualités de ce run et ses défauts. Parce qu'il y en a. Et c'est pas parce que je suis amoureux du personnage que je vais les passer sous silence, loin de là. On va en parler d'une manière très franche, ce sera pas une vérité comme d'habitude, mais ce sera mon point de vue, et voilà, qui sera, j'en suis tout à fait certain, pas teinté d'amour pour l'incroyable Hulk, bien sûr, mais je saurais vous dire ce que je pense réellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'était un immense plaisir de se retrouver avec vous en vidéo. Merci pour tous les gentils messages que je reçois ces derniers temps à propos des vidéos, des lives, Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir et comme ça motive. Ça fait chaud au cœur. Je suis un petit sensible. Bref, je vais en rester là. Je vous dis à très bientôt et merci infiniment. À bientôt dans les rubriques de G. Salut tout le monde.